Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Avez-vous déjà remarqué que vous vous focalisez souvent sur les mêmes choses, que vous voyez toujours les mêmes détails? Pourquoi cela se produit-il? Et bonjour, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons explorer comment notre cerveau perçoit le monde, pourquoi il se concentre sur certaines choses plutôt que d'autres, et comment cela influence notre réalité. On parlera aussi de la manière dont ces filtres de perception peuvent nous tromper et comment un changement de perspective peut véritablement transformer notre vie. Notre cerveau ne voit que ce qu'il connaît. En fait, notre cerveau est câblé pour reconnaître et se concentrer sur ce qu'il connaît. C'est un mécanisme de survie évolutif. Nous avons des schémas mentaux ou des schémas cognitifs qui nous aident à organiser et à interpréter les informations. Par exemple, une étude classique sur la perception visuelle a montré que les gens sont plus susceptibles de voir ce qu'ils s'attendent à voir dans des images ambiguës. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à la maison, de chercher quelque chose, mais de ne pas le voir bien qu'il soit juste devant vous? En fait, c'est parce que votre cerveau s'attend à ce qu'il soit ailleurs. Votre cerveau a l'habitude de voir cet objet ailleurs. Il ne s'attend pas à le voir à cet endroit précis, alors il ne le voit pas. Il y a une expérience assez intéressante, la cécité d'inattention, où des participants ont regardé une vidéo et ils devaient compter combien de passes une équipe faisait avec un ballon. Pendant la vidéo, une personne déguisée en gorille traversait la scène. Et étonnamment, la moitié des participants n'ont pas vu le gorille parce qu'ils étaient concentrés sur la tâche du comptage. Cela démontre en fait que notre cerveau ne voit que ce qu'il est conditionné à voir. Pour aller plus loin, j'ai envie de vous parler du livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, où il parle du fait que notre cerveau utilise deux systèmes de pensée pour traiter l'information. Le système 1 est rapide, intuitif et automatique, et on pourrait d'ailleurs l'apparenter à l'inconscient. Il repose sur des raccourcis cognitifs, appelés heuristiques, pour interpréter les situations rapidement, souvent en se basant sur des expériences passées et des schémas connus. C'est ce système qui nous fait voir ce que nous connaissons déjà, car il est conçu pour fonctionner sans effort, en se basant sur les habitudes et les associations préétablies. En revanche, le système 2 est plus lent, délibératif et analytique. Ici, on pourrait l'associer au conscient. Il entre en jeu lorsqu'une situation exige une réflexion plus profonde ou lorsqu'il faut résoudre un problème complexe. Cependant, comme ce système demande plus d'efforts, notre cerveau l'utilise moins souvent, surtout dans les situations courantes où le système 1 semble suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous interagissons avec le monde, c'est souvent le système 1 qui domine. Par exemple, si tu es habitué à avoir des situations stressantes, ton système 1 reconnaît rapidement ces situations et te pousse à réagir de manière automatique, en se basant sur des expériences passées similaires. C'est pourquoi ton cerveau voit ce qu'il connaît. Ce mécanisme, il est efficace pour la survie, mais il peut aussi limiter notre perception et nous faire passer à côté de nuances importantes ou de nouvelles informations. Si l'on doit prendre un exemple de la vie de tous les jours, imaginez-vous que vous êtes dans une foule et que vous cherchez
un ami. Votre système 1, habitué à reconnaître le visage de votre ami, vous pousse à chercher des caractéristiques familières, comme sa couleur de cheveux ou son style vestimentaire. Si votre ami a changé de coiffure ou porte des vêtements différents, il est possible que vous ne le reconnaissiez pas immédiatement, car votre cerveau était déjà prêt à voir ce qu'il connaissait déjà. Daniel Kahneman a également étudié comment notre système 1 peut être trompé par des illusions cognitives ou des biais. Par exemple, dans ses expériences sur le biais de confirmation, il a montré que notre système 1 tend à rechercher et à interpréter l'information d'une manière qui confirme nos croyances préexistantes. Cela signifie que l'on a des croyances, des valeurs, des vérités qui nous sont propres, et que ce système 1 va venir chercher les informations qui vont venir confirmer, ancrer, amplifier cette vérité que l'on a déjà à l'intérieur de nous. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne est exposée à des situations répétitives. Elle peut finir par percevoir ces situations de manière simplifiée ou biaisée, car son système 1 a pris le dessus, rendant difficile l'activation du système 2 pour une analyse plus approfondie. L'influence du système 1 explique pourquoi nous sommes souvent piégés dans nos propres perceptions limitées. Pour vraiment comprendre une situation ou sortir d'une routine mentale, il est crucial d'activer le système 2 en prenant du recul et en analysant consciemment ce que nous voyons. En résumé, notre cerveau voit ce qu'il connaît parce que le système 1, rapide et automatique, domine notre perception quotidienne. Pour briser ce cycle et voir au-delà de ce qui est familier, il faut faire un effort conscient pour activer le système 2, ce qui nous permet de percevoir la réalité de manière plus complète et nuancée. Pour compléter cet épisode, j'ai envie de vous parler de la désensibilisation. Donc la désensibilisation, c'est quoi? C'est un phénomène psychologique bien documenté où une personne, lorsqu'elle est exposée de manière répétée à un stimuli particulier, commence à avoir une réponse émotionnelle de plus en plus atténuée. Cela peut se produire avec des stimuli positifs ou négatifs. Mais il est particulièrement préoccupant dans le contexte de l'exposition répétée à des situations stressantes ou traumatiques. Lorsqu'une personne est confrontée à une situation traumatisante de façon répétée, son cerveau peut commencer à se protéger en réduisant la réponse émotionnelle intense qui accompagne habituellement de telles situations. Ce mécanisme d'adaptation, bien que protecteur à court terme, peut mener à une normalisation de l'inacceptable et à une tolérance accrue aux abus ou aux comportements violents. Si j'ai envie de prendre des exemples forts comme les violences domestiques, initialement, lorsqu'une personne subit des violences domestiques, chaque épisode de violence peut déclencher une forte réponse émotionnelle, de peur, de choc, de douleur, etc. Cependant, au fil du temps et après de multiples occurrences, cette personne peut commencer à percevoir ces violences comme normales, ou du moins inévitables. On parle de fatalité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle peut devenir moins réactive émotionnellement à des violences moins graves. Une personne qui a l'habitude de recevoir fréquemment des coups très violents peut finalement minimiser une gifle ou une dispute verbale parce que son cerveau s'est désensibilisé à des formes plus extrêmes d'abus. Ce processus de désensibilisation peut conduire à un état où l'individu ne réagit plus comme il le devrait à des situations anormales.
car il les a internalisées comme étant normales. Cela crée un cycle toxique où le seuil de tolérance à la violence ou au comportement abusif augmente progressivement, rendant la personne plus vulnérable à une escalade des abus. Et ici, je ne parle même pas des enfants qui peuvent avoir grandi dans un contexte difficile, où là, c'est toute une éducation et toute une architecture cérébrale qui va se construire autour de ces violences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau, il va s'habituer. Il va s'habituer à tout. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter et qu'il ne voudra aucun changement. Ça veut dire simplement que, pour une question de survie, il va avoir besoin de réduire et minimiser l'impact. Plusieurs études ont examiné cet effet de désensibilisation chez les survivants de violences domestiques. Une recherche menée par Walker en 1979 a introduit le concept de syndrome de la femme battue et montre que les femmes exposées à des cycles de violence peuvent développer une sorte de tolérance accrue ou une apathie émotionnelle face à cette violence continue. Cette désensibilisation, c'est une réponse adaptative où la victime accepte la violence comme une partie inévitable de sa vie, diminuant ainsi son désir ou sa capacité à résister ou à chercher de l'aide. Une autre étude réalisée par Follingstad et Jihart en 2000 souligne comment les victimes de violences domestiques finissent par accepter et minimiser l'impact de ces violences, ce qui empêche souvent la reconnaissance de la gravité de la situation et par conséquent retarde la recherche de soutien ou d'intervention. Vivre cela de façon répétée dans le temps peut nous conduire à croire que c'est inévitable, que c'est la réalité et qu'il n'y aura aucun changement. Et puisque c'est inévitable, puisque c'est la réalité et qu'il n'y aura aucun changement, il n'y a donc aucun besoin de demander de l'aide. Il n'y a donc aucun besoin de changer la situation, puisque finalement, rien ne peut changer. Il faut bien comprendre que ce processus, initialement, c'est pour nous protéger. Et ça peut sembler protecteur, en réduisant le choc ou la douleur des événements traumatiques répétés. Il peut également, et surtout, mener à une spirale descendante. En acceptant des comportements inacceptables comme normaux, les victimes, elles peuvent rester piégées dans des cercles de violence, dans des cycles répétés, incapables de se rendre compte de l'étendue de l'abus qu'elles subissent. Cela peut aussi rendre les interventions extérieures plus difficiles, car la victime peut ne pas percevoir l'urgence ou la gravité de la situation. En fait, il est essentiel de prendre conscience de ce phénomène de désensibilisation, non seulement pour les victimes, mais aussi pour les professionnels et l'entourage qui les soutiennent. Reconnaître que la tolérance accrue à des comportements violents est un signe de traumatisme et non de force ou d'adaptation peut déjà être une première étape cruciale vers la guérison et la sortie des situations abusives. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est surtout votre traumatisme qui vous a forcé à vous adapter. Et cet aspect de la désensibilisation est crucial pour comprendre pourquoi certaines personnes restent dans des situations dangereuses ou continuent à subir des abus. Et comment, en tant qu'individu ou en tant que communauté, nous pouvons intervenir de manière plus efficace pour offrir du soutien et des solutions. Ici, j'ai pris un exemple qui est très fort, parce qu'il me touche personnellement, il est très important pour moi. Mais ce phénomène de désensibilisation, on peut le retrouver en chacun de nous, au quotidien, sur tout ce que l'on a pu vivre depuis notre enfance, sur tout ce que l'on peut voir dans notre vie actuelle, sur ce que l'on voit à l'intérieur de notre propre foyer, avec nos amis, avec notre environnement de travail,
mais aussi ce que l'on peut voir dans les films, dans les livres et dans les sources de divertissement que l'on a l'habitude de consommer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des filtres mentaux, et ces filtres mentaux vont créer la perception que l'on a de la réalité. Nous voyons le monde non tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Chaque personne a des filtres mentaux qui influencent la façon dont elle interprète les événements. Ces filtres sont construits à partir de nos expériences passées, de nos croyances et de nos attentes. Ici, j'avais envie de vous partager l'expérience qui m'est arrivée récemment. Je suis allée voir le film Jamais plus au cinéma. C'est un film sur les violences conjugales. Avant d'aller voir le film, je savais de quoi traiter le film. Je savais que ça allait parler de violences conjugales. On m'avait également parlé du fait que on allait voir la perception de ce film à travers les yeux de la victime. Donc je savais déjà à quoi m'attendre, je savais qu'il y aurait ce côté qui serait idéalisé de l'homme qu'elle fréquente. Et pourtant, bien que je savais ce que j'allais voir, bien que mon cerveau était apte à voir, à comprendre le sujet du film, initialement, les premières scènes de violence qui sont arrivées dans le film, mon cerveau les a instinctivement traitées comme des accidents, conformément au récit du film, conformément au point de vue de la victime. Et c'est seulement après, en avançant dans le film, et force est de constater que mon cerveau, donc mon système 2, a eu le temps de prendre du recul et s'est mis en activité, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas des accidents, bien évidemment, mais c'était la violence du film. C'est là que j'ai réalisé la réalité de la situation. En fait, cet exemple, il montre vraiment comment nos attentes, nos filtres, nos perceptions, elles peuvent venir obscurcir la réalité, notre propre perception de la vérité. En programmation neurolinguistique, il y a une célèbre phrase qui dit « La carte n'est pas le territoire ». C'est un principe qui signifie que notre perception de la réalité n'est qu'une représentation et non la réalité elle-même. Cette métaphore, elle aide à comprendre que chacun de nous vit dans une réalité qui est subjective. C'est aussi là la source de nos incompréhensions avec les autres parce que nous avons nos filtres. Mais ça, c'est un autre sujet, il faudra en faire un épisode à part, entière. Peut-être même qu'on en fera un, on verra. Mais en tout cas, la carte n'est pas le territoire, vous avez votre propre réalité. Vous créez votre propre monde à travers vos propres filtres mentaux, à travers vos propres expériences et à partir de votre système 1 qui va venir confirmer ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, ce que vous croyez, ce que vous voyez et surtout ce que vous ressentez. Alors pour changer de vie, il faut changer de point de vue. En changeant de point de vue, on peut complètement transformer notre expérience d'une situation. C'est la clé pour sortir des schémas négatifs, répétitifs et pour mieux comprendre la réalité. C'est ce qui se passe dans les séances individuelles où on va reprendre des événements passés qui nous ont blessés, qui ont été traumatiques, et je vais vous accompagner à changer de point de vue sur cette perception. Allez trouver du nouveau, allez trouver de l'inattendu. Voir comment on peut changer d'angle, changer notre émotionnel. Et cet exercice, vous pouvez le faire au quotidien. Je vous invite à aller chercher un problème actuel dans votre vie et à essayer de le voir sous un angle différent. Que se passerait-il si vous changiez de perspective? Est-ce que cela pourrait ouvrir des solutions nouvelles et inattendues? Prenez le temps là d'aller chercher une situation, un problème. Cela peut impliquer une autre personne ou pas. Encore une fois, on part toujours de ce principe de qu'est-ce qui se passe là pour moi actuellement. C'est important déjà de prendre conscience de quel est notre point de vue actuel, quelle est notre représentation
du monde actuel, quels sont les faits. Et une fois qu'ils ont été déterminés, d'aller faire un switch, d'aller voir comment on peut changer de point de vue. Peut-être en se mettant à la place de l'autre personne, si cela implique une autre personne. Peut-être en impliquant une autre personne, une personne tierce, une personne neutre, une personne plus sage. Peut-être en changeant de point de vue et en prenant notre moi du futur. Pour changer de point de vue, il y a 1 million de façons de le faire. Mais ça passe toujours par conscientiser que l'on veut changer de point de vue. Apporter notre attention sur c'est le moment de changer de point de vue, quelle solution s'ouvre à moi, et se laisser ouvrir à ces solutions. Ne pas vouloir retenir cette porte bloquée, mais s'autoriser à mettre la clé à l'intérieur, ouvrir et voir ces nouvelles perspectives. Même si elles peuvent être désagréables, même si elles peuvent être douloureuses dans un premier temps. J'ai envie de conclure cet épisode avec la citation de Wayne Dyer, qui dit « Changez la façon dont vous regardez les choses, et les choses que vous regardez changeront. » Alors je vous invite à prendre du recul sur vos propres perceptions, à remettre en question ce que vous voyez et à essayer d'adopter de nouvelles perspectives dans votre vie quotidienne pour favoriser le changement et le mieux-être. Partagez-moi en commentaire vos retours, vos avis, peut-être même vos solutions. Et si vous avez des difficultés à le faire seul, autorisez-vous à vous faire accompagner. Autorisez-vous à m'appeler, à prendre rendez-vous, et on pourra en parler plus en profondeur ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode.